Bonjour à toutes et à tous. Au nom du ministère de l'Économie et de Luxinnovation, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire d'information sur les appels d'offres pour l'installation des centrales photovoltaïques. Donc, 2 appels d'offres ont été lancés en même temps le 19 juillet 2024. Un qui concerne une aide à l'investissement pour l'installation des centrales photovoltaïques visant l'autoconsommation et qui est ouvert jusqu'au 31 octobre 2024. Et un autre qui concerne une aide au fonctionnement, ouvert jusqu'au 29 novembre 2024. Ces webinaires vous êtes proposés pour répondre à toutes vos questions concernant ces appels à projets. Pour ce faire, nous allons avoir avec nous aujourd'hui 3 intervenants, Sophie Klecker et Christian Poli, qui font partie de l'équipe financement aide d'État au ministère de l'Économie, ainsi que Claude Clémence, qui lui fait partie de l'équipe des projets d'énergie renouvelable au ministère de l'Économie, Direction Générale Énergie. Et moi-même, Gabor Pataki, je suis conseiller au sein de l'équipe de financement nationaux chez Luxinnovation. Juste avant de passer la main à nos intervenants, quelques petites précisions sur le déroulement et le fonctionnement de ce webinaire qui devrait durer environ 1 heure, 1 heure et demie maximum. Donc, nous allons commencer par une petite présentation par nos intervenants qui sera suivie d'une session des questions-réponses. Vous pouvez poser d'ores et déjà vos questions et ce à tout moment pendant la présentation par écrit en utilisant l'onglet questions qui se trouve en haut à droite de votre écran. Ensuite, nous allons essayer de répondre aux questions, soit par écrit pendant les présentations, soit à l'oral après les présentations par nos intervenants. Enfin, je voulais également vous indiquer que ce webinaire est enregistré. Le replay et les slides seront mis à votre disposition sur le site internet de Luxinnovation. À l'issue de ce webinaire, vous allez également recevoir un email contenant l'enregistrement et les slides. Voilà pour les petites précisions techniques. Je passe tout de suite la main à Claude Clémence qui va commencer avec la présentation. Voilà, bonjour à tous. Merci pour votre présence ici et pour l'intérêt que vous portez aux énergies renouvelables au Luxembourg. Donc, comme Gabor a dit, on a lancé cette fois 2 appels d'offres en même temps, ce qui est une nouveauté en soi et que je vais expliquer brièvement. Donc, l'ordre du jour est restreint. Des slides, il y en aura un peu plus. Donc, pour le contexte, pourquoi 2 appels d'offres en même temps? C'est pour laisser le choix aux entreprises de l'instrument qu'ils veulent choisir. Pour le ministère de l'Économie, l'essentiel, c'est la promotion du photovoltaïque en général. Et donc, on ne se focalise plus avec l'un appel d'offres en explicitant que c'est pensé pour l'autoconsommation et l'autre peut-être pour une injection totale. Mais en procédant de la sorte, on laisse libre choix aux entreprises de choisir l'instrument de leur choix. Ça dépend pour tout un chacun de la situation spécifique, notamment en ce qui concerne la consommation d'électricité. Bien sûr, qu'on pourrait, le cas échéant, autoconsommation, mais aussi des surfaces, surtout surfaces salées, imperméabilisées, dont elles disposent pour installer des panneaux photovoltaïques. Donc, pour le principe, l'appel d'offres aide à l'investissement consiste en un subside. C'est un montant unique donc qui est payable dès la mise en service de la centrale. Et l'aide en fonctionnement consiste dans le droit de conclure un contrat de prime de marché qui court sur une durée de 15 ans et qui garantit ainsi un revenu pour chaque mégawattheure d'électricité injectée dans le réseau. Pour votre information, le ministère a aussi publié cette fois un calendrier pluriannuel indicatif pour les 2 appels d'offres.
indicatif parce que, oui, là où les instruments peuvent bien sûr évoluer et d'autres appels d'offres peuvent se présenter le cas échéant selon, oui, selon la politique du ministère, selon ce que l'on constate sur le terrain, les besoins peut-être qui existent et voilà. Pour votre information, le dernier slide de la présentation contient des liens et le calendrier pluriannuel est visible dans les liens ou sur guichet.lu. Toutes les informations sont données pour les appels d'offres et ils se trouvent sur ces pages chaque fois à la fin. Pourquoi les deux appels d'offres fonctionnent au principe de la mise en concurrence? Tout simplement pour satisfaire aux prescriptions en matière d'aide d'État. La mise en concurrence en général est l'instrument, le moyen préféré par la réglementation. Et au Luxembourg, il est depuis 2018 appliqué pour les centrales photovoltaïques de grande envergure. Et depuis 2022, le même principe s'applique à l'aide d'investissement qui est donnée à des centrales photovoltaïques d'envergure. En restant avec les aides d'État, il est important de noter que le cumul est exclu entre différentes aides étatiques pour un même projet. Ce qui veut dire que dans le cas précis que nous avons ici, on ne peut pas soumettre simultanément un projet dans les deux appels d'offres. Il faut bien, oui, étudier sa situation et se décider. Et puis, il n'y en a pas non plus de cumul possible avec l'aide temporaire impact environnemental qui relève d'un autre régime et qui est encore ouverte jusqu'au 15 novembre et qui concerne des centrales entre 30 et 6 kW, 30 et 60. Et pas de cumul non plus possible avec un tarif d'injection garanti, ce qui concerne les centrales de 30 à 500 kW. Surtout le dernier point nous semble important à signaler vu les expériences qu'on a eues après les deux premiers appels d'offres qui donnent une aide à l'investissement. Voilà, à toute fin utile, j'ai encore mis ici le lien du communiqué que le ministère a fait au moment du lancement. Pour le contexte, il y a deux nouveautés essentielles. Dans les deux appels d'offres, il y a maintenant des lots innovants qui concernent des centrales photovoltaïques montées en façade de bâtiments, respectivement des centrales photovoltaïques montées en toiture, mais avec des modules légers. Pour les modules légers, il y a des valeurs indicatives qui sont données dans le cahier des charges, qui sont d'un poids inférieur à 5 kg le mètre carré et une épaisseur inférieure à 10 mm. Mais ces valeurs sont indicatives elles aussi. Pourquoi cette nouveauté? Il y a des bâtiments, un certain nombre où c'est clair, où on le sait, d'autres potentiellement aussi, qui ont des déficits statiques et qui ne peuvent pas recevoir une centrale photovoltaïque classique, où le poids par mètre carré est plutôt de l'ordre de grandeur de 15 à 20 kg, ce qui est une différence quand même assez importante. Et voilà, pour tenir compte des coûts spécifiques plus élevés de ces configurations de centrales, des lots séparés ont été introduits. En ce qui concerne les modules légers, le ministère considère quand même que ceux-là devraient seulement être posés par nécessité. Et donc, cette nécessité doit être démontrée en participant aux appels d'offres. Dans le même ordre d'idées, il est à ajouter que, oui, pour des coûts spécifiques aussi beaucoup plus élevés, le lot séparé pour les ombrières de parking sont maintenus.
Puis la deuxième nouveauté, c'est pour l'appel d'offres moyennant aide à l'investissement. Il y aura maintenant une garantie financière d'exécution qui sera requise, mais ceci seulement pour les grandes centrales avec une puissance supérieure à 500 kW. Cette garantie est à établir sous forme de garantie bancaire à première demande avec comme bénéficiaire l'État. Et le montant est de 35 000 € par mégawatt de puissance. Cette garantie financière d'exécution existait déjà dans l'appel d'offres moyennant aide au fonctionnement. Cette nouveauté maintenant pour l'aide à l'investissement s'inscrit dans la volonté d'aligner les textes aussi des deux appels d'offres, d'avoir le plus possible de dispositions similaires dans les deux et que vraiment ça dépend de la situation de chaque entreprise, lequel instrument ils veulent utiliser. En ce qui concerne l'utilisation de l'électricité produite, comme déjà dit auparavant, on focalisait un peu là-dessus, aussi dans le titre de l'appel d'offres, mais comme je l'ai dit, pour le ministère, il importe d'avoir des centrales photovoltaïques. Comment les centrales sont utilisées par après, comment elles sont rentabilisées. C'est maintenant le libre choix des entreprises. Toutes les formes autorisées par la loi modifiée relative à l'organisation du marché de l'électricité sont possibles. Et bien sûr, les participants doivent se conformer à ces lois, aux dispositions de cette loi. Il y a quand même quelques points qui sont bons à savoir. Par exemple, pour les excédents d'électricité dans le cas d'une autoconsommation, dans l'appel d'offres et dans le fonctionnement, c'est assez clair. Les excédents d'électricité sont rémunérés suivant les deux contrats qui ont été conclus. Ça sera encore expliqué plus en détail par après. Et en ce qui concerne la situation dans un appel d'offres et dans l'investissement, les excédents d'électricité peuvent être vendus sur le marché, mais alors il est obligatoire de conclure un contrat avec un fournisseur de votre choix et de prendre également des offres de prix avant la remise du dossier pour que vous pouvez donner votre prix en connaissance de cause. Ce qui est également important dans la situation d'une autoconsommation, c'est que votre profil de consommation changera. Donc, comme vous avez des contrats de fourniture existants, il est important là de contacter votre fournisseur pour évaluer l'impact sur votre contrat de fourniture. Également dans le souci que vous êtes au courant de toutes les implications qu'une centrale PV opérée en mode autoconsommation peut avoir. Et également important concernant le lot 4, respectivement le lot 5, si des carports sont montés avec des bornes de recharge associées, et que ces bornes de recharge ont le même propriétaire que la centrale PV, c'est considéré comme une autoconsommation. Voilà, ceci, tout était vrai pour les deux appels d'offres. Donc maintenant, je vais passer à l'appel d'offres et de fonctionnement pour donner un peu plus de détails. Cet appel d'offres est dans sa 6e édition, le premier datant de 2018. Les centrales photovoltaïques qui sont visées sont bien sûr des enveloppes extérieures de bâtiments, des ombrières sur parking, donc des surfaces salées, également des bassins d'eau et des terrains industriels selon une définition spécifique à cet appel d'offres. Ceci est important
C'est détaillé aussi dans la FAQ de cet appel d'offres. Il y a un changement qui est intervenu par rapport à l'appel d'offres précédent. C'est que des zones, disons des espaces verts situés dans des zones d'activité économique sont visés, puis des zones qui sont classées zones de bâtiments et d'équipements publics, BEP. Et puis, pour toutes les autres surfaces se trouvant dans les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées d'un plan d'aménagement général, il y a les catégories qui sont visées, qui concernent essentiellement des décharges, des décharges communales de déchets ménagers, par exemple, des décharges de déchets inertes, des terrains inscrits dans le cadastre des sites exploités ou anciennement exploités, mais également des surfaces qui hébergent des constructions, hormis des bâtiments ou des infrastructures techniques existantes qui ne sont pas utilisées pour produire de l'électricité à partir de l'énergie solaire. Toutes ces surfaces sont éligibles, mais seulement à l'intérieur du PAG, disons. À l'extérieur, donc dans la zone verte, seulement les dernières surfaces que j'ai citées sont éligibles, ce qui est un changement par rapport à l'appel d'offres précédent. Tout ceci peut être relu dans le cahier des charges, bien sûr, et aussi c'est expliqué dans la FAQ de cet appel d'offres. Donc voilà pour les surfaces. Pour les soumissionnaires qui sont éligibles, ce sont toutes les personnes physiques ou personnes morales, ce qui est une différence par rapport à l'appel d'offres aide à l'investissement. Il y en a des différences qui subsistent. Oui, c'est un peu comme comment les deux appels d'offres ont évolué depuis leur début et on n'a pas pu tout aligner. Donc ici, tout le monde peut participer. La puissance maximale attribuée est de 50 MW. Le dépôt des offres doit se faire au plus tard le 29 novembre 2024. La décision interviendra en principe 2 mois après. Ici, on peut encore dire une autre différence qui existe encore. L'appel d'offres aide à l'investissement se déroule entièrement en ligne. Donc, on soumet ces offres via le portail MyGuichet. Pour l'appel d'offres aide en fonctionnement qu'on traite ici, la remise des dossiers se fait par l'envoi de tous les documents prescrits par enveloppe ou bien remise en main propre, ce qui est aussi détaillé dans les deux cahiers des charges. Donc ici, la répartition des lots est restée à peu près la même, sauf le lot nouveau, bien sûr. Pour le lot 1, les terrains industriels, il y a une différence. La limite maximale a été portée à 20 MW. Puis les lots 2 et 3 sont restés les mêmes et concernent les toitures. Puis il y a le lot 4 nouveau pour les modules légers et les modules en façade qui comportent 2 sous-lots qui reprennent les mêmes limites de puissance que les 2 lots initiaux, je dirais. Et puis, il y a un dernier lot pour ombrière et bassin d'eau qui commence maintenant avec une limite inférieure de 30 kW. Les puissances maximales allouées, vous pouvez les lire en bas. Elles sont le plus élevées, bien sûr, pour le lot 1. Et oui, voilà. Puis, ce qui est encore important, depuis toujours, tous ces appels d'offres concernent seulement des centrales nouvelles. Il y a un délai de réalisation qui est prescrit dans le cahier des charges, qui est de 18 mois. Dans cet appel d'offres, il est possible d'injecter seulement la première fois après 24 mois, mais alors on a une pénalité sur le revenu.
Donc, la règle générale, c'est 18 mois. Disposer de toutes les autorisations nécessaires pour l'installation de la centrale n'est pas un prérequis pour pouvoir participer à l'appel d'offres, mais surtout pour la demande de raccordement, on le conseille vivement de faire déjà des démarches avant de remettre le dossier, ce qui pour toutes les autres autorisations peut se faire, mais ce n'est pas un prérequis et voilà, il appartient après l'attribution alors aux bénéficiaires d'obtenir toutes les autorisations nécessaires. Après l'attribution, il y aura donc pour les projets avec une puissance supérieure à 500 kW une garantie financière à constituer. La demande de raccordement doit se faire en dehors les 2 mois après la date d'attribution. Et puis, pour la pratique, il y a un contrat de prime de marché à conclure avec le gestionnaire de réseau et aussi un contrat avec un mandataire qui est normalement un fournisseur pour la vente directe de l'électricité sur le marché. Les montants maxima sont fixés pour chaque lot et sous-lot différemment. Donc, le contrat de prime de marché, le principe prévoit qu'on est rémunéré pour chaque mégawattheure d'électricité injectée dans le réseau. Et c'est donc ce prix qui est la rémunération de référence que les candidats doivent indiquer et dont vous voyez les montants maxima ici, qui, comme je l'ai expliqué, tiennent un peu compte des spécificités des différentes configurations de centrales. Et le classement par après s'effectue au meilleur prix. Donc, par montant de rémunération de référence croissante, puis en cas d'égalité par puissance croissante et s'il y aurait encore égalité par tirage au sort. Il y a une clause de compétitivité qui est fixée dans le cahier des charges dans le cas de sous-souscription. Ceci peut-être est parfois difficile à expliquer, mais là aussi, comme on est dans le cadre d'aide d'État, certaines contraintes sont nécessaires, je dirais. Puis également, en cas de sous-souscription, un transfert de volume de puissance entre les lots est quand même possible pour essayer d'avoir quand même un maximum de projets qui peuvent être attribués. Quelques mots sur le contrat de prime de marché, respectivement la rémunération du bénéficiaire s'il participe dans l'appel d'offres et en fonctionnement. La rémunération du bénéficiaire pour l'électricité injectée comporte 2 volets, régis, comme je l'ai déjà dit, par 2 contrats séparés qui sont à conclure. Le contrat de prime de marché est à conclure avec un gestionnaire de réseau. C'est un contrat type qui est régi par le règlement grand-ducal relatif à la production d'électricité et dont certaines dispositions sont aussi reprises dans le cahier des charges. Et concrètement, la prime de marché, elle est la différence entre la rémunération de référence que les candidats auront indiqué et le prix mensuel de marché MV Solar, qui est établi dans la zone de prix allemande dont le Luxembourg fait partie. Pour ce contrat, il y a un changement de la disposition relative aux heures négatives qui interviendra bientôt par la publication d'une modification du règlement grand-ducal cité qui consiste en une solution, je dirais, différente qu'à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, dans le cas de 6 heures négatives consécutives sur le marché, il est disposé que la prime de marché est fixée à 0. Alors,
pour mettre un incitatif que si les heures sont déjà négatives, donc s'il y a un trop d'électricité dans le réseau, oui, pour inciter que certaines centrales oui, ça s'arrête alors pour ne pas aggraver encore le problème, je dirais, en ce qui concerne la stabilité du réseau. Cette disposition est changée. Le nombre consécutif d'heures négatives sera dégressif sur les prochaines années, mais toutes les durées où cette disposition s'applique seront ajoutées par après à la durée du contrat de 15 ans. Donc, en principe, ça veut dire que les centrales peuvent récupérer, pour ainsi dire, les heures où elles ont dû s'arrêter. Puis, le deuxième contrat à conclure, c'est un contrat bilatéral avec un mandataire qui est normalement un fournisseur pour la vente directe de l'électricité sur le marché, parce que seulement des fournisseurs sont en droit d'agir sur le marché de l'électricité. Ce contrat est à conclure et les conditions sont négociées librement entre les parties prenantes. Il est important de savoir que là, du point de vue du mandataire, il s'agit d'un service qu'il facturera donc. Et là aussi, comme pour l'excédent d'électricité dans le cas de l'appel d'offres et dans l'investissement, c'est une chose où les candidats doivent s'informer préalablement au dépôt de l'offre pour pouvoir fixer leur rémunération de référence en connaissance de cause. Et en conclusion, donc, le contrat de prime de marché, ça veut dire que la rémunération du bénéficiaire se compose d'une part de la prime de marché elle-même, d'autre part de la recette par la vente directe. Et comme c'est prescrit par la formule de calcul, la différence entre la rémunération de référence et le prix mensuel de marché MV solaire est considéré. C'est un calcul théorique. Donc, il se peut que dans la réalité, il y a des différences avec la rémunération de référence exacte que les candidats auront soumis. C'est un peu compliqué, j'espère que j'étais clair. Sinon, vous pouvez oui, poser vos questions et on est en train de formuler ceci encore pour le FAQ. Donc, comme ça, vous pourrez relire par après. Puis, passons à l'appel d'offres et à l'investissement, qui, lui, est à sa 3e édition. Les 2 premières éditions ont été un succès. Et donc, l'instrument sera pérennisé. Ici, on a mis le lien où on peut consulter tous les résultats de tous les appels d'offres antérieurs pour votre information. L'appel d'offres et dans l'investissement concerne des centrales photovoltaïques sur des surfaces salées majoritairement. Dans différents lots des espaces verts aussi, dans des zones d'activité économique sont éligibles. Mais ici, la grande majorité, c'est des surfaces salées. Dans cet appel d'offres, seulement les personnes morales sont éligibles, normalement de type ASA, ASARL ou coopérative. Elles doivent être établies au Luxembourg, exercer une activité économique à titre principal, investir bien sûr dans la centrale eux-mêmes et remplir les conditions générales en ce qui concerne les autorisations à exercer applicables en la matière. Ici, l'attribution se fait par un budget et le budget maximal pour cet appel d'offres est de 23 millions d'euros. Et la clôture du dépôt des offres se fait le 31 octobre 2024. Et comme je l'ai déjà dit,
ceci se fait entièrement en ligne via le portail MyGuichet. La décision ici interviendra au plus tard 3 mois après la date limite de dépôt des offres, et donc les résultats des 2 appels d'offres sont connus à peu près en même temps. L'appel d'offres aide à l'investissement est lui aussi divisé en différents lots que vous voyez ici. Il y a 3 catégories différentes, de bâtiments et les terrains dans les zones d'activité économique. Puis il y a aussi le nouveau lot 4 pour les centrales montées en façade ou en toiture avec des modules légers, qui reprennent eux aussi dans des sous-lots les différentes limites de puissance des lots normaux, je dirais. Et puis le 5e lot consiste ici aussi dans les ombrières. Donc le budget maximal à allouer est de 23 millions d'euros qui se répartit entre les 5 lots comme vous le voyez ici. Ici aussi, les centrales doivent être des centrales nouvelles. Le délai de réalisation est de 18 mois. Les autorisations nécessaires pour l'installation de la centrale, comme pour l'autre appel d'offres, ne sont pas un prérequis, mais peuvent être obtenues par après. Après l'attribution, il y a également une garantie financière d'exécution à constituer si la centrale a une puissance supérieure à 500 kW. La demande de raccordement doit également être faite en durant les 2 mois. Et ici, encore une fois, le rappel, pour cet appel d'offres dans le cas d'une autoconsommation, il est important d'avoir un contrat avec un fournisseur pour pouvoir injecter l'excédent d'électricité dans le réseau. Donc ici, la nouvelle subdivision par lot pour l'intensité maximale de l'aide à attribuer et le montant plafond de l'aide à attribuer. Le montant plafond de l'aide est exprimé en euros par kilowatt-crête de puissance de la centrale. Et c'est ce montant en euros qui servira par après pour faire le classement des offres remises. Ici, on donne, non, pas encore tout de suite, mais encore quelques explications avant de donner un exemple. Donc, le classement se fait aussi au meilleur prix, également par montant d'aide de référence croissant, puis en cas d'égalité par puissance croissante et ici aussi par tirage au sort si nécessaire. Il y a également une clause de compétitivité qui est prévue. Un transfert de montant est également possible dans cet appel d'offres. Et une différence par rapport à l'autre, c'est que dans chaque lot, un maximum de 40% du budget du lot peut être octroyé à une entité économique unique. Donc, passons à l'exemple pour expliquer les règles relatives au classement. Donc ici, il y a des projets qui ont été soumis dans le lot 3, des projets fictifs bien sûr, avec les différents coûts totaux, le montant de l'aide sollicitée, le taux d'aide sollicitée et le montant de l'aide de référence, comme je l'ai dit, exprimé en euros par kilowatt-crête. Et c'est donc sur la dernière colonne que le classement se fait. Et dans ce cas précis, ça se présente comme suit. Pour commencer en bas, la dernière ligne, le projet est éliminé parce que le taux maximal d'aide sollicité est supérieur à la limite prévue. L'avant-dernière ligne, le projet est éliminé parce que le montant maximal de l'aide de référence pour ce lot est dépassé. Et donc, pour les 5 premiers projets, vous voyez les règles qui s'appliquent, c'est dans l'ordre croissant. Dans la ligne 2 et 3, on a une égalité de l'aide de référence. Et puis, le classement se fait avec la plus petite centrale qui est classée en première.
donc sur la première colonne. Et puis, il y a aussi un exemple pour la clause de compétitivité qui est marquée en haut à droite. S'il y a sous-souscription, au moins 10% des offres conformes soumises seront écartées. Et pour cet exemple précis, il y a moins de 10 offres et alors seulement ou moins la dernière est écartée. Voilà, et un dernier slide pour les informations générales. Les démarches dans cet appel d'offres pour à la fin obtenir son aide. Ça se fait aussi sur le guichet.lu. Le paiement de l'aide se fait après les travaux, bien sûr, la mise en service et la remise des factures. Les taux et les montants mentionnés dans la décision d'attribution ne peuvent bien sûr pas être dépassés. Il y a une chose importante ici, une modification de la puissance de la centrale est possible, mais alors le classement initial du lot ou du sous-lot pourra être revu. S'il y aurait des changements importants, comme par exemple que dans cette configuration, la centrale n'aurait pas pu être attribuée, les ministères se réservent le droit de retirer le bénéfice de l'aide. Et ce qui est important aussi, dans ce cas, bien sûr, une limite de puissance d'un lot ne peut pas être dépassée, soit vers le bas, soit vers le haut, parce qu'alors, tout simplement, la centrale aurait dû être remise dans un autre lot, ce qui est à exclure, bien sûr. Les coûts admissibles sont listés ici. Vous pouvez les lire, c'est aussi détaillé dans le cahier des charges dans la FAQ. Chose importante encore, pour les ombrières, les structures portantes sont bien sûr aussi éligibles. Et là aussi, c'est précisé dans la définition des deux appels d'offres. Ici aussi, des structures nouvelles sont visées. Donc, des centrales nouvelles sur des structures portantes nouvelles. Voilà, je crois que ça, c'était tout pour ma part et je passe donc la main à Sophie. Merci Claude. Et aussi de mon côté, bonjour à tout le monde. Donc je vais continuer avec la partie un peu plus concrète pour la soumission des dossiers. Donc, commencer avec 2 points qui sont valables pour les 2 appels à projets. Donc c'est d'abord, une demande doit être transmise avant le début des travaux, donc avant le premier engagement contraignant pour le projet. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'une entreprise en difficulté n'est pas éligible pour avoir une aide. Donc ça, ce sont les 2 points qui sont valables pour les 2 appels à projets. Pour la suite, je vais me concentrer sur l'aide à l'investissement, donc sur la démarche MyGuichet qui se fait entièrement en ligne. Le formulaire est à remplir donc en ligne via MyGuichet et aussi les pièces annexes, les pièces justificatives sont à annexer à cette même démarche. En cas de besoin, vous pouvez toujours contacter Gabor et ses collègues de Lux Innovation pour avoir du support, pour notamment remplir le formulaire, remplir les annexes des différents templates et aussi pour vérifier les critères d'entreprise en difficulté. Pour la démarche MyGuichet, donc vous avez les liens sur la page d'information guichet.lu qui vous mène directement sur la bonne démarche MyGuichet. Sinon, vous pouvez également y accéder via MyGuichet. Ce qui est important, c'est de faire la démarche depuis votre espace professionnel. Si jamais vous n'avez pas encore créé d'espace professionnel, vous trouvez aussi des tutoriels, soit sous format écrit, soit sous format vidéo, sur guichet.lu. Donc, une fois dans votre espace professionnel, vous devez chercher pour la démarche MECO, demande d'aide en faveur d'entreprise. Donc là, vous trouvez dans la démarche MyGuichet pour les aides pour les entreprises. Il y a plusieurs étapes. Toutes les étapes sont listées ici sur le slide.
Je ne vais pas rentrer en détail dans toutes les étapes, comme par exemple, il y a des personnes qui ont déjà fait plusieurs demandes, donc ce sont toujours les mêmes étapes et la plupart aussi des étapes sont assez claires et évidentes pour tout le monde, renseignant par exemple l'identité du déclarant, des informations sur l'entreprise elle-même, sur la taille, sur la situation financière. Ce que je vais détailler un peu plus sur les slides suivants sont les étapes qui sont marquées en gras ici, donc le régime, le choix de l'aide qui est spécifique à cette aide-ci, ainsi que les renseignements des coûts et les pièces jointes à annexer au formulaire. Donc commençons par les régimes. Le choix de l'aide. Il est important de faire les bons choix pour qu'après votre demande puisse être prise en compte dans le bon régime, donc dans l'appel à projet. Donc dans régime, dans l'écran régime, il faut choisir le régime ENV, protection de l'environnement. Donc peu importe si vous êtes une PME, ne pas choisir PME ici, mais choisir vraiment ENV, peu importe la taille donc de votre entreprise. Après, dans l'écran suivant, choix de l'aide, il faut choisir ENV, ESR, donc pour des projets énergie à partir de sources renouvelables et vous allez avoir une question si votre projet fait partie de l'appel à projet et là vous sélectionnez donc oui et ainsi votre projet est bien pris en compte dans le bon appel à projet. Pour le renseignement des coûts, tous les coûts sont à renseigner dans la catégorie machines et équipements et après quelques calculs sont faits automatiquement. J'ai vu déjà qu'il y a des questions sur le montant la différence entre le montant de l'aide demandée et l'aide de référence, donc c'est exactement ici qu'on peut le trouver. Le montant de l'aide demandée, c'est une information à renseigner par l'entreprise. Donc c'est vraiment le montant total en euros que l'entreprise aimerait bien avoir, tandis que le ratio l'aide de référence, c'est cette même aide divisée par la puissance en kilowatts-crête de l'installation du projet. Et ça, c'est fait dans le formulaire MyGuichet de façon automatique. C'est un calcul automatique de ce ratio. Il faut toujours quand même veiller ici, dans cet écran, à remplir les conditions que Claude vient d'expliquer concernant les montants maxima et les intensités maximales pour le lot choisi. Dernier point de la démarche, ce sont les pièces à joindre. Donc en bleu ici dans le tableau, tous les documents que vous devez annexer, un mandat si nécessaire, donc si jamais vous n'avez pas le droit d'engager l'entreprise en question, il faut un mandat d'une personne en ayant le droit, un organigramme de l'entreprise, ainsi que les informations sur la situation financière, les comptes annuels les plus récents, 2023. Ici, il s'est marqué encore 2022, il faut rajouter maintenant 2022 et 2023 pour l'entreprise requérante ainsi que pour toutes les entreprises liées partenaires. Le relevé de l'identité bancaire, si jamais vous avez une aide va être octroyée pour bien pouvoir la verser. Les certificats CCSS pour le nombre de salariés de l'entreprise, un certificat de droit d'utilisation du site d'implantation et si disponible, un devis, une offre de prix pour votre installation photovoltaïque. En rouge, ici dans le tableau, vous voyez 4 documents à annexer où vous trouvez un modèle, un template format Excel dans un dossier zip qui se trouve ici aussi sur la page d'information guichet.lu. Ces templates renseignent également les comptes annuels de l'entreprise requérante ainsi que du groupe, sous format Excel cette fois, et aussi pour la taille de l'entreprise. Le point le plus spécifique pour cet appel à projet, c'est la description du projet. Vous pouvez voir un screenshot de ce template Excel description du projet ici. Donc là, vous pouvez renseigner toutes les informations sur votre projet, le droit d'utilisation que vous avez, dont vous allez annexer la preuve dans votre démarche, ainsi que la description de de la nature de l'utilisation de l'électricité produite, les coûts de l'installation, l'aide que vous allez demander, ainsi que toute autre information qui vous paraîtrait utile pour votre demande. Ce qui est important, c'est aussi d'avoir ici
des informations cohérentes aux informations renseignées dans le formulaire pour ne pas avoir des ambiguïtés qui pourraient être non bénéfiques pour votre demande. Vous avez aussi en haut à droite un OK ou un OK, dépendant si vous avez tout bien renseigné. Normalement, vous avez ici un clignotant vert pour vous montrer que tout est bien renseigné. Donc, si jamais vous trouvez un OK, merci de revérifier toutes les informations renseignées pour regarder où se trouvait le problème. Le deuxième sheet du template Excel description du projet c'est un plan d'affaires simplifié que vous pouvez remplir pour montrer, pour vous-même ainsi que pour nous, pour monter l'efficacité de votre projet, le temps de retour. Avec ça, le dernier slide qu'on va vous montrer, ce sont les liens dont Claude a déjà parlé, toutes sortes de liens utiles pour votre projet, pour les différents appels à projets. Et avec ça, on vient à la session questions et réponses. Encore juste pour rappel, les 3 adresses mail que vous avez là pour avoir du support pour toutes vos questions ou des détails dont vous aurez encore besoin lors de l'établissement de votre projet. Merci. Merci Sophie et Claude pour ces présentations très claires qui ont déjà, je pense, répondu en partie aux questions qui ont été posées. Alors en même temps, les questions qui ont été posées dans les chats, quelques-unes ont déjà été répondues à l'écrit. On va quand même reprendre quelques-unes pour profiter aux autres de ces questions qui pourraient intéresser d'autres personnes aussi. Donc, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions si vous en avez encore. On va juste reprendre la première question qui concerne ces valeurs indicatives pour le lot 4, le lot innovant. Donc, Claude, vous avez parlé de 5 kg par mètre carré pour le poids par surface. Donc, il y a une question ici, est-ce que c'est possible de proposer une structure pour toiture sans lestage qui utiliserait des modules traditionnels de plus ou moins 10 kg, 10,5 kg par mètre carré? Oui. Donc, mon collègue Christian a déjà répondu par écrit. Ça, bien sûr, je confirme, mais je remercie quand même Monsieur Verdu pour la question parce que c'est une idée, un feedback qu'on pourrait considérer pour le futur éventuellement comme, oui, les deux appels d'offres sont des instruments évolutifs. Mais là, pour cette édition, je dirais le cahier des charges est clair et donc ceci n'est pas possible. On a eu aussi une deuxième question pour le lot 4, Claude. Est-ce que, alors, lot 4 aide à l'investissement, un seul projet peut-il combiner à la fois des panneaux photovoltaïques en façade et des panneaux légers? Oui, c'est possible. Comme répondu, on peut dans ce cas soumettre deux projets distincts. Je profite là de l'occasion pour rappeler vraiment les documents, le cahier des charges bien sûr, mais aussi le invacu qui est à votre disposition. Il y a déjà beaucoup de questions qui sont détaillées là. Et pour cette question précise, c'est à l'heure actuelle la question-réponse numéro 1.3 qui explicite à l'aide d'un exemple les cas de figure possibles. Et donc, pour compléter la réponse, si normalement on peut seulement remettre un projet pour un site d'implantation,
il est clair, s'il s'agit de centrales qui rentrent dans différents lots avec différents montants maxima, que ces projets peuvent alors être présentés séparément ou doivent même être présentés séparément. Donc, si vous avez le cas d'un bâtiment avec une toiture défaillante ou un projet en façade et une toiture bonne, c'est à chaque fois deux projets distincts à remettre. Et si ce même site aurait également encore un parking où on peut installer des ombrières, il y aurait une troisième offre possible pour ce site, cette fois alors dans le lot 5. Alors, une question qui concerne la différence entre le montant d'aide sollicité et aide des références. Sophie, vous pourrez expliquer à nouveau la différence. Pardon, j'étais encore en train de lire un peu dans le chat et dans la rubrique questions. La différence, c'est que le classement à l'intérieur des lots se fait sur le montant d'aide de référence. Donc, exprimé en euros par kilowatt-crête de puissance. Le montant total de l'aide sollicitée, il faut l'indiquer, bien sûr, pour pouvoir faire ce calcul. Mais le classement se fait sur le montant de l'aide de référence. Ok, donc la question concernant la bonification d'impôt a été répondue à l'écrit. Donc, comme il ne s'agit pas d'une aide d'État, il n'y a pas de problème avec le cumul de ces deux initiatives. Alors, on a des nouvelles questions. Dans le cas d'un parking multi-étage sur lequel au dernier niveau, il y a déjà une structure métallique, mais sans toiture, un projet solaire peut-il être considéré comme carport? C'est M. Noy. Alors, j'inviterai M. Noy à formuler cette question sur une des deux adresses email qui ont été indiquées, si possible avec une photo du site pour qu'on puisse répondre. Parce que, comme déjà dit, pour les centrales elles-mêmes, ça doit être des centrales nouvelles. Et pour les carports, les ombrières aussi, ça doit être des structures nouvelles. Et donc, je crois, avec une illustration du site ou une photo, on pourra répondre définitivement à cette question. Ok. Alors, je vais rebondir juste sur une question qui a été déjà répondue, mais qui, je pense, vaut la peine d'être reposée ici à l'oral, qui concerne l'effet incitatif. Donc, à quel moment l'installation peut être effectuée? Faut-il attendre la fin de la mise en concurrence? Donc ça, cette question, peut-être Claude aussi ou Sophie, vous pourriez juste rappeler l'effet incitatif et à partir de quel moment le projet peut commencer. Donc, vous devez soumettre votre demande avant le premier engagement contraignant. Par contre, une fois soumis votre dossier, vous pouvez commencer le projet, mais sans avoir alors de réponse définitive. Donc, il se peut que votre projet n'ait pas retenu. Vous n'aurez dans ce cas donc pas d'aide, mais vous allez quand même faire le projet. Donc, ça c'est faisable, mais c'est votre décision si vous voulez prendre ce risque, oui ou non. L'important, c'est juste de ne pas avoir commencé le projet avant de soumettre la demande. Merci Sophie. Alors, encore une question. Comment doit-on prendre en compte les frais de réseau de distribution dans le cas de l'injection d'électricité? Alors, je pense que c'est plus pour Claude, cette question. Oui,
même si je dois dire que je ne saisis pas exactement le sens, mais c'est peut-être ça qui est sujet de la question. Les frais de raccordement, dans tous les cas, pour des installations d'énergie renouvelable, sont toujours aux frais des porteurs de projets. Ils sont à inclure dans le calcul de la rémunération de référence, respectivement du montant de l'aide de référence. Alors, une question qui concerne encore une fois le lot 4, donc le lot innovant. Et là, on parle de contraintes indicatives de 10 mm d'épaisseur. Est-ce que c'est une valeur formelle ou est-ce que c'est pour info? Parce que les meilleurs panneaux légers qui pèsent moins de 5 kg contiennent un cadre alu d'environ 20 mm qui assure une meilleure rigidité. Nanana. Donc, est-ce que ça serait éligible? Donc, moins de 5 kg par mètre carré, mais l'épaisseur dépasse les 10 mm. Là également, je proposerais à M. Noy de nous envoyer un mail avec les informations irrelatives. Là, par contre, je dirais sa première question était spécifique. La réponse à cette question, je pense qu'on la retrouvera aussi par après dans les deux AVAQ, comme on parle seulement de valeurs indicatives, et si c'est clair qu'il y a un ou des types qui existent sur le marché et qui dépassent des valeurs indicatives, qu'on précisera alors ça dans l'AVAQ. Mais je vous prierai, M. Noy, de nous faire un petit mail avec les informations. Ça marche. Alors, je viens de voir que j'ai loupé une question. Ça concerne les coûts, les soft costs. Est-ce que les soft costs, ingénieurs, etc., sont à renseigner aussi dans machines et équipements? Donc, je pense que c'était pendant la partie de Sophie, les coûts à renseigner. Donc, où est-ce qu'il faut renseigner ces coûts d'ingénierie, les coûts soft dans la demande d'aide? Oui, donc pour cet appel à projet, il y a juste une catégorie de coûts dans le formulaire MyGuichet. Donc là, tout est arrangé dans la même catégorie. Par contre, dans le template de la description de projet, dans le template Excel, vous avez la possibilité de rajouter plus d'informations, plus de granularité au niveau des catégories, si vous pensez que c'est utile. Merci Sophie. Alors, oui, donc la question concernant la publication de la décision ministérielle concernant les appels à projets. Donc, est-ce qu'on saura seulement en janvier 2025 si les projets sont retenus dans le cadre des différents appels à projets? Oui, ça c'est exact. Fin janvier, début février, okay, je dirais. Donc c'est vraiment important de souligner encore une fois, il s'agit d'une mise en concurrence, donc tous les projets sont en compétition et le classement se fait sur le meilleur prix. Et donc, oui, c'est comme je l'ai expliqué, c'est l'instrument préconisé en matière d'aide d'État, où le Luxembourg a, pour certaines technologies, des dérogations, je dirais, parce qu'on est tout simplement trop petit. Mais pour le photovoltaïque, ce n'est pas le cas. Et donc, oui, les aides sont accordées après une compétition. Ok, alors une autre question. Doit-on être propriétaire du bâtiment ou du terrain pour être éligible à l'appel d'offres? Non, il ne faut pas être propriétaire, mais vous devez avoir le droit d'utiliser la surface. Donc, pour l'aide à l'investissement, vous avez de nouveau dans le template Excel, description du projet, possibilité de renseigner quelle
quel justificatif vous allez utiliser et vous devez l'annexer à la démarche MyGuichet. Donc soit si vous êtes propriétaire, donc un acte notarié ou un acte du cadastre pour montrer que vous êtes propriétaire, soit une autorisation du propriétaire du terrain si vous êtes locataire ou s'il y a un cas plus spécifique, vous pouvez aussi envoyer un mail aux adresses indiquées pour avoir plus de détails sur la question. Merci Sophie. Alors si je ne me trompe pas, on a répondu à toutes les questions. N'hésitez pas, si vous avez encore des questions, de l'écrire. Une nouvelle qui vient d'arriver. Oui, est-ce qu'il y a un template pour l'autorisation du propriétaire à ces sujets? Non, jusqu'ici, il n'y a pas vraiment de template là-dessus. Donc ça, c'est libre aux soumissionnaires de faire leurs propres documents. Il n'y a pas de contraintes sur ce document. Non, non, pas. Alors, il y a encore des petites... Alors, une nouvelle question. Il a été dit que l'autoconsommation peut s'appliquer pour des bornes de recharge dans le cadre des projets de carport si c'est le même propriétaire. Faut-il donc comprendre que l'autoconsommation par un tiers sur le même site d'un projet n'est pas possible? Donc, si une entité A est propriétaire et exploitant d'une installation sur la toiture d'une entité B, est-ce que B peut faire de l'autoconsommation collective à partir de l'installation? Oui, pour cette question précise, ça me semble possible. C'est comme expliqué, si on respecte les dispositions de la loi relative à l'organisation du marché de l'électricité, toutes les formes d'utilisation de l'électricité produite sont permises, je dirais. Et ceci, comme décrit par M. Hirzig, me semble être une autoconsommation collective prévue par la loi. Je profite de cette question. Peut-être si quelqu'un peut mettre le slide avec les liens. Je ne suis pas. Je pourrais donner un peu d'explication. Donc, concrètement, le texte coordonné inofficiel de la loi que j'ai mentionné, qui régit l'organisation du marché de l'électricité, elle est disponible sur le site du régulateur, dont on a mis le lien ici. Les autres liens dans cette rubrique autoconsommation, partage, communauté énergétique sont d'une part des documents officiels également disponibles sur le site du régulateur. Puis le WeShare Energy, c'est un site développé également par le régulateur. Et puis les 3 derniers liens sont des pages d'information auprès de la Climat Agence qui concernent l'autoconsommation collective où l'électricité est partagée alors, et également la communauté énergétique où l'électricité est partagée aussi. Pour commencer en haut, les 2 premiers liens, c'est les liens que vous connaissez déjà, je suppose, mais la précision, les calendriers pluriannuels indicatifs, si vous ne les avez pas encore consultés, se trouvent dans ces 2 liens. J'ai mis aussi le lien de Lux Innovation, comme le replay et les slides seront disponibles sur ce lien. Et puis finalement, il y a encore un site auprès de la Climat Agence où on peut se mettre sur une liste si on est un développeur, un installateur, et aussi vice-versa, où des entreprises peuvent consulter les 10 développeurs qui se sont inscrits sur cette liste. Si vous n'avez pas encore de vue, peut-être qui vous pouvez
à qui vous pouvez confier vos projets. Là, c'est une liste, oui, avec inscription volontaire, donc indicative de développeurs qui travaillent au Luxembourg. Voilà, merci. Merci Claude. Alors, je ne vois plus de questions. Si jamais il vous reste des questions, ou vous avez des questions plus tard, n'hésitez pas à de les envoyer via mail aux adresses mail indiquées sur les slides qui seront partagées avec les replays, comme je vous ai dit en début du webinaire. Donc, s'il n'y a plus de questions, je tiens à remercier Claude Clément, Sophie Klecker et Christian Poli pour votre intervention et pour les réponses aussi que vous avez pu apporter déjà en live. Merci aussi à tous les participants de vous être connectés, d'avoir suivi ce webinaire qui, j'espère, vous aura apporté les informations que vous attendez. Et donc, encore une fois, le replay et les slides seront partagés après le webinaire. Et nous, Lux Innovation, nous restons aussi à votre disposition pour toute question pendant la durée de ces appels à projets qui, pour rappel, sont ouverts jusqu'au respectivement 31 octobre 2024 pour l'aide à l'investissement et jusqu'au 29 novembre 2024 pour l'aide au fonctionnement. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.